Allez, let's go. Bonjour Christophe. Salut Martin, Comment ça va? ça va? Ensoleillé, capuché. Ouais, on était en off juste avant ensemble. C'est vrai que Christophe il met sa capuche parce que sinon on entendait le vent dans les micros. Donc ce n'est pas par souci de style, mais plus de logistique. En mode foot à cagoule. Exactement. Bah écoute, je vais un petit peu expliquer pourquoi est-ce que j'ai voulu t'inviter aujourd'hui. Je vais te laisser ensuite te présenter brièvement et puis on abordera le sujet principal ensemble. Euh, Toi, tu as fait quelque chose qui... Alors, je dis pas que c'est un de mes projets, parce que je pense qu'en termes de priorité, c'est pas du tout la priorité pour là maintenant, ni les prochains mois, ni les prochaines semaines, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Tu as fait du coup un... Alors, peut-être que je vais me tromper, tu as fait une année dans un temple en Chine pour faire du kung-fu, c'est ça? C'est ça, une école de kung-fu. Ok, voilà. Donc, tu as fait ça pendant un an. C'est vrai que quand tu m'as partagé ça, je me suis dit, putain, incroyable, j'ai envie d'en savoir plus. Et voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, je me suis dit, pourquoi pas enregistrer un podcast par rapport à ça. Je pense que avant de parler de ce sujet, tu pourrais peut-être te présenter brièvement, nous partager les infos que tu as envie de nous partager. Et puis, on se lancera ensemble. Ça marche, alors bonjour, moi c'est Christophe, je viens de faire 33 ans et je vis dans le sud de la France du côté de Montpellier. Et à la vache, ouais, ça commence à dater, il y a une douzaine d'années de ça, je suis parti un an en Chine pour faire une école de kung-fu pendant 10 mois en fait exactement. J'étais revenu pour septembre que je voudrais faire la fac que j'ai pas fait. J'avais 20 et... Non, ben 22, 23 à l'époque, quelque chose comme ça. Je crois que je suis parti à 22 ans, je suis revenu à 23 et ouais, voilà. Ça a été mon projet pour une année. Ok, et du coup, resitue-nous un petit peu. Donc là, t'as 22 ans. Pourquoi est-ce que tu pars du coup dans une école de kung-fu? Waouh! Ça, c'est assez particulier du coup, la raison. C'est assez Enfin, perso aussi du coup, mais tu racontes, c'est pas grave, j'ai tu racontes pas ce de que tu secret, veux. pas Mon d'eau. but, c'est pas de savoir tout sur ta life, mais plus euh, partage-nous ce que tu as envie de nous partager. En tout cas, je veux pas te poser de Ouais, questions qui te mettent inconfortable, hein. non, Le non, but, c'est c'est pas plus de nous inconfortable, parler de l'école. c'est vrai que ça me replonge loin en arrière, c'est vrai que c'était ça un petit peu le truc, mais on va dire que j'ai une relation avec une personne qui avait des enfants en fait, et moi j'étais vachement jeune du coup, j'avais 21 ans et j'avais plus de père déjà à l'époque, et c'est vrai qu'à la suite de cette relation, d'être confronté un peu à une situation de père familial, je me suis dit que bah, j'étais beaucoup trop jeune en fait pour vivre ça, et j'avais vraiment envie de faire des choses de ma vie avant d'être père en fait, et de me dire que voilà, que j'étais encore un gamin et que j'avais envie de devenir un homme, que je voulais me confronter un petit peu au monde, explorer le monde. J'avais soif d'aventure et de voyage. Je me suis dit, c'est pas quand tu auras de gamins que tu pourras faire toutes ces choses-là, donc profites-en que tu es jeune et vis ta vie, pars à l'aventure, vis des choses extraordinaires que tu auras peut-être plus l'occasion de faire plus tard, quoi. Donc on va dire que c'était la motivation première, c'était ça. Et après, ce qui m'a un petit peu orienté vers ce voyage, c'est deux choses. C'était Batman Begins de Christopher Nolan, quand on a Bruce Wayne qui jette son portefeuille dans le feu, qui donne son manteau à un clodo, et puis qui prend un bateau, et puis qui part en Chine, là, se faire former par Ra's al Ghul dans la Ligue des Ombres. Ça me plaisait bien comme idée, mais bon, j'avais pas le courage de faire ça non plus. C'était un petit peu extrême comme solution. Et j'avais vu un reportage ou un truc, je crois que le titre c'était soit reportage, soit 7 à 8, un documentaire en fait sur des jeunes Français, des jeunes Européens qui allaient partir en Chine pour apprendre le Kung-Fu. Et je me suis dit que, enfin, ça m'a appelé, ça m'a parlé. Je me suis dit que ça serait peut-être un bon juste milieu entre tout abandonner et partir sur un cargo à l'aventure, je ne sais où. Et je me suis dit, voilà, il y a quand même ce côté dépassement de soi-même avec un cadre sportif. Voilà, il y avait un minimum de cadre, mais aussi pas mal d'inconnus parce que je parlais pas du tout chinois à l'époque. Je ne parle toujours pas chinois d'ailleurs, hein. C'était une école internationale, donc j'ai appris l'anglais là-bas. Et j'avais un niveau d'anglais
correct pour l'école, mais bien pourri pour la réalité en fait. Ça m'a fait vite une désillusion quoi. Quand je voyais mes notes à l'école et quand j'ai vu mon niveau d'anglais finalement à l'étranger, ça m'a mis une claque quoi. Ok, et du coup, pour nous donner peut-être un peu plus d'infos, donc toi, tu pratiques déjà des arts martiaux avant d'aller Oui, faire une école de kung-fu? Ok. alors j'avais fait toute ma jeunesse en fait, j'avais fait beaucoup d'arts martiaux. J'avais jamais fait le kung-fu, c'est pour ça qu'il y avait un côté aussi découverte qui m'intéressait. J'ai fait plus jeune, j'ai commencé avec le judo par exemple pendant 7 ans. Après j'ai fait un petit peu plus en contact, j'ai fait du full contact, j'ai fait du jiu-jitsu, de la boxe anglaise, j'ai fait voilà différents arts martiaux un petit peu pour se rapprocher de ce qu'on a maintenant comme le MMA quoi. À l'époque il n'y avait pas spécialement de cours ou de salles de MMA, mais voilà, c'était du pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'un gars qui faisait du MMA, il n'y avait pas de MMA qui existait à l'époque, mais il allait se former avec du jiu-jitsu brésilien pour, voilà, pour pouvoir avoir du sol. Il se formait soit à la boxe anglaise, soit au Muay Thai, au boxe Thai pour voilà, avoir du striking. Et puis, c'est l'association des deux qui va faire un combattant de MMA, quoi. C'est quelqu'un qui est complet, qui arrive à faire du sol comme du striking. Et du coup, moi, avec différentes disciplines, j'avais ça. Mais le kung-fu, je le connaissais pas du tout. Mais en même temps, il y avait ce côté un petit peu ouais, ce côté un petit peu unique, un petit peu fantastique, je dirais. Voilà, c'est vrai que le judo que j'ai fait, qui était vraiment basé sur le respect, la discipline, etc., que je connaissais un petit peu. J'ai pas eu envie, par exemple, d'aller au Japon pour me former soit au karaté, soit au judo ou quelque chose que je connaissais déjà. Mais le kung-fu que je ne connaissais pas du tout, voilà, il y avait ce côté vraiment aussi découverte et aventure, partir sur de nouvelles bases, des choses que je ne connaissais pas du tout, quoi. Je voulais vraiment me challenger, quoi. C'était c'est vraiment ça le but, quoi. Mhm. Ok. Et du coup, quand ok, tu prends l'avion, tu arrives là-bas, c'est quoi, Ouais. c'est quoi tes premières impressions? Comment ça se passe? Enfin, déjà, tes premières impressions, et ensuite, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est quoi une journée, c'est quoi une semaine type dans ce genre d'endroit? Je vais commencer par la première question, comment ça s'est passé à l'arrivée? À l'arrivée, c'était un peu particulier. Je me suis fait réceptionner par un traducteur, donc, parce que ceux qui donnaient des cours, en fait, c'était des élèves soit du temple de Shaolin pour le maître, soit d'autres professeurs qui faisaient partie de petites écoles qui étaient à côté du temple de Shaolin. À savoir qu'en fait, il y a tout un groupe en fait d'écoles qui se situe à Donfang, donc là où il y a le temple de Shaolin, mais le temple de Shaolin est très très élitiste. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un millier d'élèves ou quelque chose comme ça, alors que je crois que la plus grosse école de kung-fu là-bas sur place, il y a genre 30 000 élèves. Donc c'est vraiment une école énorme. Et il y a d'autres petites écoles aussi à côté qui font des petits trucs de kung-fu, mais voilà, Shaolin même, c'est très très élitiste. C'est un petit peu comme, je sais pas, à Paris, vous avez voilà HEC qui est la grande école de commerce, puis voilà, il y a d'autres écoles de commerce à côté qui sont pas forcément moins bien, qui sont pas, mais ça restera pas HEC quoi. Donc on a Shaolin et d'autres écoles et donc les maîtres et professeurs donc qui étaient là-bas venaient donc de temples comme ça, à savoir qu'eux ils commencent à partir de l'âge de 6-8 ans et ils deviennent maîtres à 18 ans. Donc ils ont passé 10-12 ans à pratiquer du kung-fu 6 jours sur 7, tous les jours, dans une discipline intense. Donc les mecs déjà tout jeunes à 18-20 ans, c'est vraiment des machines, c'est des machines de guerre, vraiment, quoi. Euh, Attends, il y a peut-être un petit avion qui passe. Non, ça va, on entend bien. Ah ça va, j'ai la capuche qui protège. Donc ouais, les mecs à 20 ans, c'est déjà des machines, quoi. Moi j'avais un prof qui avait mon âge du coup, plus ou moins, il devait avoir 24-25 ans, moi j'en avais 22-23. Donc il y avait limite plus une connexion en fait un petit peu entre deux petits frères, grands frères, tu vois, que vraiment entre vraiment véritables maîtres et disciples, tu vois. Quand je suis arrivé, du coup, c'est un traducteur qui m'a reçu. Et le traducteur, lui, bah, il n'était pas spécialement dans les mêmes. Voilà, c'est un mec qui parle anglais, c'est un Chinois qui vivait une vie lambda et puis qui cherchait un taf, il savait parler l'anglais, donc il est venu traduire. Et ils n'avaient pas forcément les mêmes notions de respect et de discipline que les maîtres Shaolin, quoi. Donc je suis arrivé, le gars m'a demandé comment ça allait, il me parlait, il m'a demandé si j'avais faim, donc on prend un taxi, on s'arrête sur une petite
une espèce d'aire de repos sur la route en fait, avec une petite supérette quoi. Alors dans la supérette, pour trouver un truc pour bouffer, franchement, c'était un véritable challenge, hein. Déjà, il y a tout qui est écrit en chinois, mais les trucs qui sont présentés, ça donne vraiment pas envie. Il y avait vraiment genre des ergots de poulet, c'est-à-dire même pas une cuisse de poulet, hein, vraiment genre juste la pâte en fait, le bout de la pâte avec les griffes et le cartilage en fait. Et les gars, ils rongent ça, ils aiment ça. Des saucisses un petit peu chelous, des Oreos avec des parfums absolument authentiques, je dirais. Je crois qu'il y avait pêche raisin que j'avais pris, un truc comme ça. C'était abominable, c'était vraiment pas bon. Mais voilà, c'était vraiment un choc culturel, quoi. Choc culturel, même les boissons, etc. Moi, j'ai pris un truc, il y avait des morceaux dedans. Enfin, c'était. Mais bon, comme on n'y comprend rien sur les étiquettes, voilà, c'est très compliqué de trouver son bonheur, quoi. Donc ouais, vraiment un choc culturel. Et je vois le gars du coup qui me parle, qui me pose des questions, qui me rote au visage en même temps qu'il est en train de bouffer et de me parler. Il prend les papiers, il les jette par la fenêtre. Je fais mais c'est pas possible, j'ai pas dans un truc de Shaolin, je me suis fait kidnapper, c'est un imposteur le gars. C'est qu'est-ce qui se passe? Donc vraiment un choc culturel par rapport à ce que moi j'ai connu et ce que j'ai retrouvé là-bas. Même après, plus tard, dans les restaurants, les gens, enfin, c'est assez sale, hein, ils crachent dans les restaurants, dans les coins des trucs, ils prennent les gobelets, les rincent avec de l'eau, ils jettent le fond d'eau du bol par terre. Enfin, c'est des trucs assez aberrants. J'ai mangé dans des restaurants, s'il y a un inspecteur de l'hygiène qui passe par là, le mec qui fait un AVC, c'est pas possible. T'as les mecs qui sont en train de cuire des trucs sur des wok comme ça, t'as des flammes de 1 mètre de haut, t'as des bacs qui contiennent les viandes, les poissons, etc. Il n'y a pas de frigo, c'est tout à l'air libre, quoi. Donc j'ai des anticorps pour toute une vie. Ça c'est cool, c'est le point positif. Et donc ouais, quand je suis arrivé, ouais, vraiment gros choc culturel. Euh, et après une journée type là-bas, Mais du coup, donc ce mec-là, il vient te réceptionner. Et ouais, ensuite, il t'a amené dès le jour 1 ouais, comment est-ce ouais. qu'on dit, au temple, à l'école? C'est une école, ouais, c'était une école. Ok. Et comment ça se Et passe alors avant de nous expliquer c'est vrai que j'ai peut-être je t'ai posé une question en bombardement avec différentes questions dans la question, mais donc quoi, t'arrives dans une école et t'as quoi? T'as donc du coup les dortoirs. Toi, tu loges à l'endroit alors, même où tu t'entraînes? c'est ça ressemble vraiment à un internat en fait. C'est-à-dire qu'on a une école avec enfin l'école dans laquelle j'ai été, c'était un espèce de grand bâtiment encerclé de terrain pour pouvoir s'entraîner. Il y a un espèce de hall où on s'entraînait aussi les jours de pluie, etc. On avait une montagne juste à côté avec des escaliers qui montaient dans la montagne. Donc je sais plus combien il y avait. Il y avait, je crois, 2800, 3200 marches, un truc comme ça. Donc ça, c'était tous les jeudis. On allait là-haut. Donc ça commençait avec l'échauffement. C'est on montait toutes ces marches-là. On allait jusqu'en haut. On redescendait. Et après, donc, soit on sautait les marches donc de 3 en 3, on les redescendait sur les mains en mode salamandre. Les, euh, les moines Shaolin, ils arrivaient à faire enfin certains, ils arrivaient à faire du handstand sur juste 2 doigts. Donc 2 doigts sur chaque main, ils faisaient du handstand comme ça et donc ils descendaient les marches en handstand quoi. Donc c'était assez impressionnant. Du coup, ouais, ça c'était les jeudis, c'était tout ce qui était les power training, donc c'était tout ce qui était le renforcement vraiment musculaire et moi, je me souviens de moments difficiles où je devais porter un gros Canadien de 85 kilos alors que j'en faisais à peine 65, quoi. Donc, quand tu dois grimper des marches comme ça, chinoises, avec un gros Canadien sur le dos, c'était pas cool. Lui, il avait une moins bonne forme physique que moi, donc déjà, avec mes 65 kilos, il galérait à monter les trucs, mais moi, avec les 85, ouais, c'était costaud, quoi. Donc on avait ça le jeudi, on avait le matin, du coup c'était power stretching. Donc là on a l'impression qu'on va t'arracher tous les membres, hein, parce que qui dit Shaolin, c'est des coups de pied là-haut, c'est voilà, c'est beaucoup de flexibilité, etc. Donc ils se mettent à deux, ils te tirent les jambes d'un côté et l'autre de l'autre, et puis toi tu essayes de respirer et de pas tomber dans les pommes pendant qu'on est en train de t'écarteler. Donc ça, c'est tous les Donc matins le power stretching. tous les jeudis power Ah, stretching et ok. l'après-midi c'était power training, c'est-à-dire on allait à la montagne, on faisait tout ce qui était les renforcements musculaires. Donc on sautait par exemple de marche en marche, on redescendait et puis on faisait des pompes comme ça où on descendait un peu comme Spider-Man qui descend un mur en mode salamandre quoi, un bras et puis l'autre. Donc voilà, on avait différentes activités pour se renforcer musculairement. Et la semaine type en fait c'était vraiment la base de l'enseignement c'est la répétition quoi. Donc c'est beaucoup de coups de pied. Donc si on avançait en fait on était en ligne et puis on mettait des coups de pied tout droit, tout droit, tout droit. On faisait une ligne comme ça, on revenait, on faisait l'autre jambe.
Après, on faisait des coups de pied un peu circulaires qui partaient de l'extérieur, qui revenaient vers l'intérieur, des coups de pied après qui partaient de l'intérieur et qui partaient vers l'extérieur. Donc, il y avait beaucoup de coups de pied avec les bras bien tendus. C'était très strict en fait. C'est très simple et très répétitif en fait. Enfin, simple, pas dans la pratique, mais en gros, dans la théorique, c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment, voilà, c'est que des coups de pied, tu donnes des coups de pied, tu donnes des coups de pied, tu donnes des coups de pied. Donc, on avait tous les matins, c'était 1 heure et demie de ça. Juste après, donc, on avait tout ce qui était les formes. Donc, les formes, c'est en fonction de ce qu'on apprend. Donc, on a des formes au poing, au pied. Donc, un peu comme au karaté, des katas, je dirais. Hmm. Donc, après, un peu plus tard, quand c'est poussé, on a dans les films de Bruce Lee, de Jackie Chan, quand ils te font des enchaînements avec ça, c'est la forme du tigre, la forme de la panthère ou les trucs comme ça. Voilà, c'était vraiment ce genre de choses qu'on apprenait. La menthe religieuse aussi avec les doigts pour taper sur des points précis, soit d'acupuncture, soit dans des points vitaux pour un peu des frappes chirurgicales, quoi. Donc il y avait voilà tout un tas de formes qui sont du biomimétisme. En fait, voilà, on s'inspire des animaux pour reproduire des techniques de combat pour apprendre à se battre. Mais avant ça, on avait voilà des choses un petit peu plus simples. Donc nous, on avait le Seven Star, on avait voilà d'autres petites formes simples point-pied quoi. Et une fois qu'on avait appris une première forme point-pied, on avait tout ce qui va être l'enseignement par rapport aux armes. Donc on avait les épées à une main, on avait le bâton qui fait des ampoules aux mains. Parce que ouais, quand vous faites pendant 1 heure et demie du bâton et que vous avez des mains de bébé, au bout d'un moment, vous avez des ampoules tout au long de la main, quoi. Et puis du coup, vous faites la première journée, vous avez une grosse paire d'ampoules, le lendemain, vous y retournez, quoi. Donc quand vous faites ça pendant 3 semaines, un mois, la même forme, à la fin, ça pique la première semaine, et à la fin, bon, on sent plus rien, on a des mains de bonhomme, des mains de maçon. Mais ouais, l'adaptation est assez rude, quoi. Il n'y a pas vraiment de transition en douceur, etc. C'est vraiment intensif, quoi. Savoir qu'on faisait peut-être 6 à 7 heures de kung-fu par jour, 5 jours sur 7. Quand on compare finalement à quelqu'un qui ferait du kung-fu en club, qui va faire 1 heure et demie, voire 2 heures de kung-fu 2 fois par semaine, en un mois, on a fait déjà 1 an de kung-fu ailleurs, en fait. Tu vois ce que je veux dire Hmm. par rapport au prorata d'entraînement, c'est vraiment intense. Euh, Après, moi, ce que j'en retiens, du coup, c'était aussi beaucoup une expérience humaine. C'est-à-dire que je suis arrivé là-bas en tant que Français, j'ai retrouvé d'autres Français qui étaient vraiment pas loin de chez moi en plus, hein. Moi, je suis de Montpellier, il y en avait qui étaient de Bois-Rargues, des choses comme ça, qui étaient vraiment tout à côté. On s'était pas rencontrés avant, mais je trouvais ça rigolo quand même qu'on doive aller jusqu'à l'autre bout du monde pour retrouver des gens qui sont nos voisins au final, quoi. Donc c'était cool. Et il y avait un petit peu ce côté zone de confort de rester avec les Français, c'est-à-dire que voilà, les Français ne se mélangeaient pas, sachant que les Français sont pourris en anglais. Quand on mangeait ensemble en fait au réfectoire, on avait donc la table des Français et un petit peu le reste du monde qui se mélangeait parce que parlait anglais quoi. Et ça m'a assez vite dérangé parce que je me suis dit je suis pas parti à l'autre bout du monde pour rester en fait à parler français qu'avec les Français quoi. Donc c'est ce qui m'a un peu poussé à ouais, sortir de ma zone de confort, à apprendre l'anglais même si j'étais vraiment nul au début hein. Par exemple, moi j'ai appris un peu l'anglais aussi sur le jeu vidéo donc quand je voyais une épée dans les jeux vidéo, ça se disait sword avec un W. Je disais sword en anglais, il comprend pas du tout. Le W ne se prononce pas, on dit a sword par exemple. Donc quand j'ai demandé s'il pouvait me montrer la technique avec The Sword, le mec qui me regardait, il comprenait pas ce que je lui racontais quoi. Donc il y a eu un challenge à plusieurs niveaux en fait. C'était vraiment donc au niveau de l'alimentation déjà, au niveau de la densité d'entraînement, au niveau voilà des gens que je rencontrais, voilà, de rencontrer différentes cultures, différentes langues, etc. C'était très enrichissant à tout un tas de niveaux en fait. Hmm. J'ai pas mal de questions à te poser. Je voudrais juste, là, comme on a commencé avec la sphère des entraînements, peut-être bien clôturer ce point-ci. Donc, en gros, si j'ai bien compris, donc tu as 5 jours sur 7, tu as des entraînements, donc c'est principalement donc les coups de pied, les coups de poing et les armes, enfin, si j'ai Ouais, bien suivi. Ensuite, tu m'as dit donc le jeudi, une fois par semaine, vous aviez donc le power stretching et le power training. c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses, tu vois, moi j'imaginais les. Après, moi j'ai pas de connaissances par rapport à ça, mais je sais pas, les entraînements de résistance, pas à la douleur, mais tu vois, aux impacts et tout. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Ah oui.
On en avait aussi du conditioning. C'était pas spécialement des jours attitrés, mais ça arrivait, ouais. Donc du coup, effectivement, on faisait soit ça avec des partenaires, soit contre des armes, soit contre des. Moi, sur la fin, je le faisais sur des poteaux en béton carrément. Et en fait, c'était surtout donc sur les poteaux en béton, c'était vraiment avec les avant-bras pour tout ce qui va être le blocage en fait. Donc on met des coups avec les avant-bras sur le poteau de l'autre côté pour ça va reprendre les mouvements en fait avec lesquels on bloque pour bloquer des coups de poing et faire des parades en fait pour s'endurcir et puis au bout de trois quatre parades qu'on se retrouve pas aïe ça fait mal tu vois et que du coup on se prenne une patate parce que on n'a pas la condition physique pour être enfin on n'a pas le cuir suffisamment tanné quoi. Donc on le faisait donc attends, je vais te poser ça comme ça. Donc en fait on se tapait comme ça. Attends, je vais mettre plus comme ça. On se tapait comme ça avec des gars en fait, et puis on se faisait vraiment des coups dans les avant-bras. Donc on prenait des gros élans et on se tapait donc avant-bras sur avant-bras. On faisait pareil sur des troncs d'arbres ou sur des poteaux en béton. On se donnait des coups de pied aussi, donc ou des coups de poing donc dans les abdos, dans les cuisses pour renforcer tout ce qui est le conditionnement. Et ça, c'était pas des jours attitrés particuliers. Donc c'est vrai que j'ai oublié une partie aussi sur les entraînements. Donc tout ce qui était les coups de pied, les formes, etc. Ça c'était vraiment donc le matin. L'après-midi, on avait plus des cours qui étaient orientés donc sur tout ce qui va être le combat. Donc on avait comment ça s'appelle du sanda. Le sanda qui est un petit peu le full contact ou le kickboxing chinois. C'est-à-dire que c'est ouais, contrairement au Muay Thai, il n'y a pas tout ce qui va être les coudes, les genoux, etc. Mais là, c'est vraiment coup de poing, coup de pied et de partout. C'est-à-dire que coup de poing, coup de pied, que ça soit au corps, au visage, et les coups de pied, coups de poing, pareil, tu peux taper dans les jambes en mode des low kick, mais tu peux taper aussi middle kick et aussi des coups à la tête, quoi. Avoir aussi, tu peux faire aussi attraper et faire des projections un peu comme en boxe taille. Si le mec te met un coup de pied, tu peux lui attraper la jambe et lui faucher la jambe et le mettre au sol, quoi. Donc ça, c'est le sanda. Donc on apprenait ça. On avait aussi, donc on pouvait demander si on voulait vraiment se spécialiser, mais ça tournait un petit peu, donc on avait un peu de tout, donc du Wing Chun, comme on verrait dans le film Ip Man, là, avec le maître de Bruce Lee, où on tape vraiment sur les mannequins de bois, donc ça défonce les mains. Et voilà, c'est un petit peu le même truc, c'est on va faire des parades, donc on tape avec les avant-bras sur les bâtonnets que propose, on met des coups de pied pareil avec sur le mannequin de bois et enfin, les coups de pied, il n'y en a pas énormément, c'est vraiment plus du contrôle avec le pied, des petits balayages, trucs comme ça, mais c'est vraiment du coup très très près du corps et des petits coups de poing qui font mal au moins dans un mannequin de bois, quoi. Mhm. Ça fait Ça, partie là, aussi du conditionnement. tu me fais penser à ça. Est-ce que du coup, par rapport aux deux, alors je vais mal les prononcer, mais le Sanda et le Wing C'est Chun, ça, c'est ça. est-ce- c'est Ben, on des est bon. options, Alors, c'est c'est des pas une options qu'il option, faut choisir? on va dire en fait on nous initie un petit peu aux deux, mais en fonction si tu en préfères l'un à l'autre, il y avait des classes qui pouvaient un petit peu se diviser au bout d'un moment. Aussi pareil, c'est que l'école dans laquelle j'étais, c'était pas une école tu viens pour un an. Moi j'ai fait un an, mais il y a des gens qui viennent pour un mois. Il y a des gens qui viennent pour deux, trois mois, d'autres pour 6 mois. Donc en fonction de ce à quoi tu aspires, combien de temps tu es là, etc., le programme va pas forcément être le même pour chacun. C'est-à-dire que la personne qui est là pour un mois, ils vont lui faire faire un petit peu de Wing Chun et un petit peu de Sanda. La personne qui est là pendant un an, si le Wing Chun ça l'intéresse pas plus que ça et qu'il est plus en mode Sanda, ils vont pas lui faire deux fois du Wing Chun par semaine, alors que le mec il préférait faire comment dire de la Sanda trois quatre fois par semaine, tu vois. Mhm. Donc ils vont plus accentuer comment dire en fonction de tes préférences, mais il y aura aussi de temps en temps voilà du Wing Chun pour pas forcément perdre la main, pour voir si voilà t'as pas oublié ce qu'on t'a appris avant, pour continuer à te renforcer les mains, parce que quand tu mets des gants et des protections en casque, puis que tu fais du sanda et puis que tu te frites, tu fais du sparring partner en fait quoi. Ben t'as pas la même résistance. C'est plus technique, mais t'as pas la même résistance que quand tu vas taper dans ton mannequin de bois en mode Wing Chun, quoi. Ok, et du coup, est-ce que tu as, mis à part ce que tu as cité, est-ce que tu as d'autres disciplines ou d'autres options que tu peux... si on reste dans l'aspect sport-combat dans un premier temps, où il y Ouais, a vraiment... Après, j'allais dire où il y a vraiment que ça, c'est déjà pas mal, tu vois, mais est-ce il y a oui. d'autres choses encore? Que je me souvienne, non, pas vraiment, hein.
Pas vraiment. C'était tous les mois, du coup, tu avais ce qu'on appelle je sais plus comment ça s'appelait en anglais, mais un espèce de. Quand je te parlais des katas de karaté, quand tu fais ton kata pour passer ta ceinture, etc., à la fin de l'année, voilà, tu montres ton kata à des professeurs pour voir comment tu maîtrises la forme et pour avoir ta ceinture. Donc ça, nous, on avait une évaluation tous les mois pour pouvoir voir la forme, montrer ta forme en fait aux autres élèves de l'école et aussi aux professeurs pour voir s'ils valident que tu as bien eu, t'as bien compris le truc et tout. Donc ça se faisait tous les mois, voire tous les 2 mois des fois pour certaines personnes en fonction de certaines formes. Par exemple, le gars qui est là depuis plus de 6 mois et puis qui veut se mettre ou un an et puis qui veut faire la forme du tigre ou la forme de la menthe religieuse, c'est peut-être quelque chose qui va mettre peut-être rien que la forme de la menthe religieuse ou du tigre, peut-être plutôt 2 ou 3 mois avant de le maîtriser plutôt qu'un mois. Quand c'est les premiers trucs au début, les premières formes qui sont relativement faciles, en un mois t'es bon. Pour faire ta forme au bâton, en un mois t'es bon. Pour faire ta forme à l'épée, en un mois voire deux, si tu galères un petit peu, tu peux le faire. Mais voilà, donc tu avais des évaluations un petit peu comme ça. Et donc le matin, comme je te disais, c'était donc tout ce qui était les coups de pied. Donc aussi on avait comment ça s'appelle, du jump and roll. C'est tout ce qui était les acrobaties. C'est-à-dire apprendre à faire la roue, apprendre à faire le cartwheel. La roue, enfin le cartwheel, c'est faire une roue Mhm. sans les mains en fait. Et tu te jettes sur un peu comme un salto mais de côté. Donc tu avais ça, tu avais éventuellement les saltos pour ceux qui arrivaient, tu avais des entraînements physiques aussi, donc c'était du handstand, donc on se mettait au mur et puis il fallait tenir sur en handstand le plus longtemps possible pour renforcer les épaules. Tu avais de temps à autre, c'était pas non plus ce qu'il y a le plus souvent, mais on prenait des bâtons, on essayait de les casser sur toi un petit peu en mode ça correspondait un petit peu plus, comme je te disais, l'évaluation par rapport au conditioning en fait. C'est-à-dire que tu en avais qui demandaient, ben voilà, pour les démonstrations de forme, etc., est-ce que tu peux prendre des bâtons et les casser soit sur le bras, soit sur les abdos, soit sinon casser une brique avec la paume de la main ou le tranchant de la main, des trucs comme ça, quoi. Ok, et bah, c'est intéressant du coup, parce que le système d'évaluation, est-ce que du coup il y a beaucoup de personnes qui ratent et surtout, pour bien comprendre, est-ce que tu obtiens une sorte de diplôme à la fin ou c'est plus en mode officieux, tu passes un peu les étapes Non, moi j'ai eu un diplôme, mais je sais absolument pas où je l'ai mis, je m'en suis jamais servi, par exemple. Donc, après, si j'avais voulu, comment dire, intégrer comment ça s'appelle, une école de kung-fu en France ou quelque part en disant ben voilà, moi je me suis fait former au kung-fu de Shaolin, etc. J'aimerais bien entraîner des enfants ou des trucs comme ça ou des ados et tout. Ça m'aurait peut-être servi. Moi, c'était pas vraiment dans ce but-là, c'est-à-dire que le kung-fu c'était vraiment pour découvrir une nouvelle discipline et voilà, faire un voyage, découvrir une nouvelle culture, c'était tout un tas de choses. J'avais pas forcément l'envie de devenir professeur avec des enfants ou un truc comme ça. Enfin, pas à ce moment-là en tout cas. Moi, quand je Mhm, suis rentré, mhm. du coup, ben, ça m'avait quand même pas mal tapé dans les dépenses. Donc, quand je suis revenu, je cherchais un travail et tout. Je me suis lancé dans le commerce j'ai vendu des voitures. Avec les horaires que j'avais en tant que commercial, j'avais pas vraiment le temps d'aller entraîner des gamins. Déjà, rien que moi, pour faire mon sport, c'était compliqué. Donc, j'avais vraiment pas les disponibilités, en fait, pour pouvoir exercer ça par la suite, quoi. Mhm, mhm. Ok, bah c'est cool. Pour finir là sur l'aspect un peu sport, parce que du coup il y a d'autres choses qui m'intéressent. Toi, Ouais. qu'est-ce qui t'a mis le plus en difficulté du coup? Encore une fois, si on reste juste sur l'aspect sport, parmi tout ce que tu m'as expliqué, parmi toutes les activités, c'est quoi qui t'a mis le plus en difficulté? La première semaine, elle est assez dure, en fait, vraiment. Parce que la première semaine, en fait, toutes les activités que je te dis, on les fait pas. C'était tout seul dans ton coin et tu fais ce qu'on appelle une espèce de forme qui s'appelle le mabou, le horse stance. C'est-à-dire que tu es semi-fléchi. Attends, Je pense que je vois parce que là, c'est une un petite exo que démo. j'ai En fait, c'était déjà comme fait. ça et tu tends voilà les trucs et puis tu es comme ça. Donc tu pars de cette forme-là et puis tu tournes comme ça tes jambes pour donner des coups de poing. Donc tu fais ça, tu avances et tu fais ça pendant 1 heure et demie le matin, tu as une demi-heure de pause, après tu recommences, tu refais ça pendant 1 heure et demie, en fait à monter, descendre, à faire des petites flexions pendant 3 heures, tu as les jambes elles brûlent, tu as envie de mourir en fait. Sauf que tu fais ça le premier jour, tu fais ça le lendemain, tu fais ça le surlendemain,
La première semaine, elle est dure, elle est vraiment dure. Donc ça a été mon entraînement pour vraiment commencer la première semaine. À savoir aussi que, par exemple, c'est pas spécialement lié à l'entraînement, mais un petit peu quand même. C'est-à-dire que les lits là-bas, on n'est pas sur du Bultex, les copains. C'est un fétu de paille épais comme ça, et encore là, je suis généreux, sur deux planches de bois, quoi. Donc moi, la première nuit, quand je suis enfin quand je suis arrivé de mon voyage après l'aéroport, etc., je me suis réveillé en pleine nuit avec une crampe qui me partait de la fesse dans toute la jambe. En fait, j'avais plus de sang dans toute la jambe parce que le matelas était trop dur, quoi. Donc on n'a pas spécialement des nuits très très réparatrices. C'est vraiment en mode, ouais, c'est vraiment l'aventure, quoi. Il y a vraiment un challenge là-dedans, quoi. Donc ouais, la première semaine, je me souviens qu'elle avait vraiment piqué. Et les trucs qui étaient difficiles, c'est moi, j'ai jamais été très très souple. Je suis assez tendu, assez rigide, assez tonique. Donc en fait, les power stretching, c'était vraiment le truc qui moi me était le pire pour moi. Dans les formes, après, j'ai pas plus galéré que ça. Il y avait un mouvement avec l'épée que j'avais du mal. Il y a une fois avec le bâton, j'étais un petit peu distrait. Je parlais en fait, et puis en faisant la rotation avec le bâton, ça m'est passé entre les jambes et je me suis tapé là où il fallait pas. Donc ça m'a négocié un 2 jours d'arrêt, mais waouh, la vache, qu'est-ce que j'ai eu mal. Voilà, à part ces petites mésaventures, je retire quand même quelque chose de très positif. Ça m'a vraiment poussé au. Ouais, quand tu penses que tu peux pas y arriver, qu'il y a des fois où, sur un an, il y a eu des fois où j'avais pas la pêche le matin, j'avais fait une sale nuit, j'arrivais pas à dormir parce que, ben, soit des ampoules aux mains parce que j'avais fait du bâton, soit que t'as pas envie d'en faire le lendemain parce que t'as mal et que ça perce tes ampoules et que voilà, tu saignes, t'as pas envie de faire ça, quoi. Ou parce que t'étais un petit peu malade ou t'étais pas en forme et qu'on te dit, ben non, tu viens quand même t'entraîner et puis finalement, tu t'aperçois que t'arrives à le faire même si t'es à moitié en train de crever, quoi. Mais il y avait vraiment un côté dépassement de soi, quoi. Mais il n'y a pas Discipline d'obligation très alors, si poussée. je comprends bien. Alors, il n'y a pas d'obligation. Si, quand même. Enfin, après, ça dépend. Si t'es là pour un mois, les gars sont plus laxistes. Moi, je suis arrivé avec une certaine condition physique, avec, comment dire, un certain background, une certaine expérience en sport de combat. Euh, T'es attribué, en fait, à des maîtres. Et en fonction de eux, ce qu'ils ont, ils vont pas s'investir de la même manière en fonction de l'élève. Pas une histoire de préférence, mais une histoire de potentiel aussi. Hmm. C'est-à-dire que le gars qui a vu des films de kung-fu et puis qui fait 1m75 pour 85 kilos, qui est un peu grassouillé et puis qui est là que pour 2 mois, le prof il va pas en attendre grand-chose. Il va essayer de lui faire ce qu'il peut, mais voilà, il va pas avoir l'idée d'en faire une machine de guerre en seulement 2 mois, tu vois, alors qu'il n'a pas de base solide pour pouvoir construire. Moi, j'avais des bases quand même relativement correctes et j'étais là pour un an. Donc, j'ai un maître qui m'a vraiment poussé dans mes retranchements parce qu'il voulait que j'arrive au maximum dans ce temps imparti, quoi. Donc, moi, j'avais un maître qui était assez dur avec moi, mais de ce que j'ai entendu dire, en fait, c'était quelque chose d'assez intéressant pour lui parce que son maître ici était très très dur avec lui, en fait. Parce que justement, la personne avec qui, ben, tu sais que pas que t'as pas beaucoup d'espoir, mais voilà, que tu vas le laisser un peu plus tranquille, parce que tu sais qu'il a des capacités limitées, qu'il est là pour une certaine durée de temps, donc que tu feras pas des miracles en 2 mois. Alors que voilà, une personne qui est là sur un temps beaucoup plus long et puis qui a des capacités, tu vas vraiment essayer de le pousser dans ses retranchements pour qu'il atteigne le meilleur de lui-même, quoi. Hmm. Donc on n'a pas tous le droit au même traitement de faveur, je dirais. Après, moi, j'ai fait qu'une école, c'est dans l'école où j'étais, je parle de mon expérience, il doit y avoir d'autres écoles qui fonctionnent différemment, hein, mais quand j'étais parti du coup visiter donc le temple de Shaolin directement là-bas, j'ai vu d'autres écoles, j'ai trouvé d'autres écoles qui étaient assez intéressantes, etc., mais qui avaient pas forcément les mêmes, qui offraient pas forcément les mêmes services. Soit l'entraînement était un petit peu plus cool, soit l'entraînement était un petit peu plus difficile. Il y avait parfois moins d'étrangers. Moi, c'était une école vraiment internationale, donc on n'avait pas beaucoup de Chinois, etc. Alors que tu en avais d'autres écoles qui étaient plus mélangées, par exemple, quand j'étais là-bas, quoi. Parce qu'il y avait vraiment aller sur peut-être 50, 60 000 élèves, il y avait peut-être un millier d'élèves occidentaux, européens, américains, etc. Peut-être un peu plus qu'un millier, tu vois. Et à côté, il y avait quand même plus de, allez, 50 000 Chinois, tu vois. Donc, tu avais des écoles qui étaient exclusivement chinoises et tu avais des écoles qui faisaient un petit peu des mix.
J'ai vu des gamins faire des trucs incroyables, des gamins de 8-10 ans faire des saltos, des loopings, des trucs qui étaient souples comme des chewing-gums. Je suis là, j'étais honteux à côté, quoi. Moi, ça faisait déjà 8 mois que je faisais du kung fu, j'ai vu des gamins faire ça, je me suis dit, waouh, la vache, mais c'est pas le même monde, c'est incroyable, quoi. Ils font le pont, tu sais, en mode le pont, mais ils tiennent sur la tête, ils sont sur le point des pieds, sur la tête, et puis ils tiennent comme ça pendant je sais pas combien de temps. Enfin, ils font des, c'est, c'est Mm. abusé, quoi. Et les gamins, ils pleurent, hein. Les gamins, ils sont en train de pleurer, ils souffrent de ouf, etc. Mais c'est vraiment notre culture, c'est vraiment une discipline que nous, en tant qu'occidentaux, on n'a pas ou on n'a plus. Ouais, c'est assez déstabilisant quand même de voir des trucs comme ça. Ouais, ah, mais enfin, c'est cool. Moi, encore une fois, je m'étais absolument pas renseigné avant de t'écouter par rapport à la culture, par rapport à ce que c'était. C'est vrai que ça doit être assez intense sur le sport. Est-ce que du coup, toi, si tu l'as ressenti sur d'autres aspects aussi? Enfin, il y a plusieurs choses que je voulais aborder avec toi. Un peu Ouais. l'aspect à côté, je sais pas si on peut dire ça mindset, mais est-ce que tu as d'autres enseignements que le sport dans Ah une oui, école oui, de ben, kung-fu? comme je te disais, vraiment le côté, l'endurance, la résilience, le dépassement de soi, l'estime de soi aussi, parce que les trucs que tu fais quand même au bout d'un moment, même s'il y a des fois, tu es un petit peu déçu parce que tu n'arrives pas à faire exactement tout ce qu'on te dit ou que tu te dis que ça ne va pas être si dur et puis que quand tu essayes de le faire, tu te dis, ah, quand même, c'est vraiment pas facile. Tu vois, par exemple, moi, la roue, j'ai eu un petit peu de mal à la faire au début, j'ai mis un peu plus de temps que d'autres, mais une fois que je l'ai maîtrisé, c'était pas mal. Par contre, le cartwheel, de se lancer, de faire un Arial, là, de sauter, j'ai jamais réussi à le faire. Les saltos, ça va, j'ai réussi. Le salto arrière, j'arrivais à le faire. Le grand écart, par exemple, j'arrivais pas à le faire. Alors que j'avais un autre pote français, il est arrivé, il avait la bonne bedaine, il était un peu plus gras, etc. Pourtant, lui, le grand écart, il l'a fait en l'espace de. Il est resté 3 mois, en un mois et demi, il faisait le grand écart, quoi. Moi, je suis resté 10 mois, j'ai jamais réussi à le faire, par exemple. Donc, il y a des choses, voilà, que tu peux être un petit peu déçu ou te dire merde, j'ai pas réussi à faire l'objectif ou ce que j'aurais souhaité. Ouais, les objectifs que tu t'étais fixés, t'arrives pas forcément à faire 100%. Mais ce que tu arrives à faire, en tout cas, tu le retiens vraiment comme une force et t'en es fier, quoi. Donc, ouais, il y a vraiment un côté mindset qui est très intéressant à aller chercher. Il y a le côté aussi ouverture d'esprit, c'est-à-dire ben, le fait de rencontrer différentes cultures, de parler à des gens, puisque là-bas, j'ai rencontré des Mexicains, j'ai rencontré des Américains, j'ai rencontré des Espagnols, des Suédois, un petit peu de tout, quoi. Donc, c'était très intéressant ben, de parler avec des gens qui venaient de plein d'endroits différents, ben, voilà, de sortir de ta zone de confort et de parler en anglais avec eux et de pas rester qu'à parler en français, ouais, sur tout un tas d'autres plans, quand même, c'était très enrichissant. D'ailleurs, j'en retire plus une expérience humaine que vraiment d'une expérience juste physique ou dans le but de. Parce à la suite de ça, j'ai jamais fait vraiment de combat. Je me suis pas vraiment lancé dans le MMA ou des trucs comme ça. Voilà, c'était pas non plus le but, hein. Mais j'ai pas fait une carrière de combattant par la suite. Donc, on va dire que sur ce plan, t'apprends à te battre là-bas quand même. T'apprends à te battre et pourtant je l'ai pas vraiment mise en pratique dans ma vie de tous les jours. J'ai pas fait une vie de combattant à la suite de ça, donc c'est plus une expérience humaine que j'en retire qu'une expérience vraiment de combattant. Alors que voilà, c'est quand même ça pour laquelle j'étais, pourquoi j'étais venu, quoi. Mhm. Mais t'as pas du coup tu vois, de moments dans la journée où tu apprends sur, je sais pas, la philosophie du kung-fu, il n'y a pas des cours de méditation ou des trucs comme ça Il y avait de temps en temps un petit peu. Alors c'est pas des cours parce que le problème c'est que ben les professeurs ne parlent que chinois. Donc, ils te demandent de t'asseoir, de méditer. On allait des fois un petit peu se remonter un peu dans la montagne et on faisait un petit peu de méditation. Mais c'était ponctuel, c'était pas vraiment régulier, avec un jour ou une horaire dédiée vraiment à ça. Euh, on avait aussi à un moment donné des cours avec un vieux professeur, Master Wu. C'était un fou furieux le mec. Lui, dans sa jeunesse, il a fait des trucs à la Kill Bill. J'avais entendu dire qu'il avait fait un combat, il y avait quelqu'un qui lui a mis un coup de poing, qui lui avait cassé une dent. Il était pas content, il est arrivé, il lui a arraché un œil, vraiment comme à la Kill Bill, quoi. Le mec avait, je sais plus, je crois bien 70 ans.
et il nous faisait des pompes comme ça sur les doigts, et il nous en claque peut-être, je sais pas, au moins 60, un truc comme ça, tu vois, alors que le gars, il a 70 piges, tu vois. 60 pompes sur les doigts, maintenant j'en ai 33, ça fait un moment que j'ai pas fait de sport, je sais pas si j'arrive sur les doigts 60 pompes d'affilée comme ça. Et lui, t'as fait ça sans transpirer, tu fais, ah, mais je suis vieux maintenant, avant j'en faisais 300 ou je sais plus combien, tu vois, tu dis, waouh, la vache, le mec, c'est une machine. Et lui, il était pas sur la même philosophie. C'est-à-dire que le kung-fu de Shaolin est inspiré du taoïsme. Non, de Confucius, du bouddhisme, du coup. Alors que lui, c'était le taoïsme, c'était encore du coup une autre école, une autre philosophie, c'était différent. Et lui, il était vraiment très très calé en tout ce qui était médecine chinoise, acupuncture, etc. Et j'ai suivi quelques cours là-bas avec lui. Le problème, c'est que au cours de ma période là-bas, il y a un décret qui est passé et qu'en fait, tout ce qui n'était pas médecin est reconnu par le ministère de la Santé ou je sais pas trop quoi, tu vois, l'ordre des médecins ou un truc comme ça pour les Chinois, ne pouvait pas enseigner ou pratiquer l'acupuncture de manière légale. C'est-à-dire que, un petit peu comme en France, on va dire que voilà, tu as les kinés qui vont être remboursés par la Sécu, les ostéos, non. Je sais pas si ça a changé maintenant, mais tu vois, voilà, donc en gros, si, enfin, là, c'est pas encore légal, c'est juste une histoire de remboursement de couverture sociale, mais si t'étais pas médecin et que tu te faisais choper et qu'il y avait un problème quelconque en fait, que tu avais fait de l'acupuncture à quelqu'un et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas à la suite de ça, alors que tu n'es pas reconnu à l'ordre des médecins ou un truc comme ça te retourne contre toi et là-bas c'est vénère, c'est-à-dire c'est tu finis ta vie en prison quoi. Il n'y a pas de déjà le sursis là-bas n'existe pas. On est en dictature. Je crois que là-bas, si tu es condamné à la peine de mort, ils te tuent, comment dire, ils te tirent dessus vraiment, ils facturent la balle à la famille. Enfin, on n'est pas sur les mêmes bases, quoi. Donc, ouais, pour l'école déjà, ça prenait trop de risques au niveau juridique de faire pratiquer ça. Et pour le gars, s'il y avait une merde, etc., il finissait sa vie en prison, quoi. Si ce n'est pire. Donc, voilà, j'ai eu, je crois, peut-être 2 ou 3 mois où je suis allé faire quelques cours là-bas. Et encore au début, j'avais le problème, c'était la barrière de la langue. C'est-à-dire que le chinois était traduit en anglais. Moi, quand je suis arrivé là-bas, l'anglais, je le maîtrisais pas encore très très bien. Je l'ai appris au fur et à mesure. Au bout de 6 mois, je commençais à parler plutôt bien anglais. Mais les 3 premiers mois, j'étais complètement largué. On avait aussi des cours de mandarin. C'est-à-dire que le soir, après les cours, je crois que c'est juste avant de manger, je crois que c'est de 6 à 7. Ou peut-être on mangeait de 6 à 7 et c'était de 7 à 8, je sais plus, quelque chose comme ça. Enfin, le soir après les entraînements, on avait des cours de mandarin qui étaient proposés. Ça, c'était une classe optionnelle. Donc, tiens, j'ai oublié une autre classe optionnelle que je parlerai après aussi, qui était le tai chi. Mais le mandarin, du coup, voilà, c'était des cours qui étaient traduits de mandarin à l'anglais. Moi, je faisais 6 ou 7 heures de kung fu par jour. Après 6 ou 7 heures de kung fu par jour, quand tu arrives, que tu dois aller faire une classe de mandarin qui est traduit en anglais, que tu dois retraduire en français, je te dis tout de suite, j'ai eu la flemme. J'ai pas cherché à progresser dans mon mandarin. J'ai appris à compter pour savoir, voilà, pour savoir comment compter pour négocier parce que la semaine, on était dans l'école, mais le week-end, on pouvait sortir en ville. Donc, on avait des espèces de petits taxis ou des minivans, en fait, qui nous déposaient pour 10 yuan. 10 yuan, ça faisait quoi? Ça faisait du 2,50 €, un truc comme ça à l'époque? Non, moins, c'est 8. Ouais, c'était aller 1,20 €, un truc comme ça, le prix d'un ticket de bus, un truc comme ça. Ils nous déposaient à 40 minutes d'ici, qui était à la première ville, la ville de Tchouchou, qui est la ville où ils ont enterré, où il y a le cimetière de Confucius, le philosophe chinois. Donc pour eux, c'est une petite ville, mais je crois que tu as quand même un bon 800 000 habitants. Mais pour eux, c'est un village, quoi. Donc voilà, quand tu arrives là-dedans, c'est vraiment la jungle. T'es regardé vraiment comme une attraction, hein. Je veux dire, un blanc là-bas, c'est chaud, mais si t'es noir, les gens, ils arrivaient, ils commençaient à lui toucher les cheveux parce qu'ils n'avaient pas l'habitude du crépus, donc ils touchaient la peau, comme si tu voyais, je sais pas, un animal un peu particulier au zoo, quoi. Vraiment, il y avait une curiosité, un côté exotique vraiment incroyable pour eux, quoi. C'était des paysans, c'était des campagnards. Quand tu es dans les grosses villes comme Pékin, Shanghai, etc., que j'ai visité aussi, t'as pas grand monde qui se retourne sur toi.
Bon, après, autant qu'Européen, avec les yeux clairs, etc., si, j'ai eu quelques regards quand même qui sont tournés sur moi. Mais par exemple, quand j'étais dans cette ville-là, en mode je vais faire mes courses, je vais acheter quelques trucs dans des marchés, etc., je vais retirer quelques sous. Je vais retirer les sous à un distributeur automatique. Il y a une petite chinoise qui me regarde comme ça, elle me dévisage, elle me regarde autant même, elle me fait waouh! Tu vois, genre comme si elle avait jamais vu un blanc de sa vie ou truc incroyable quoi. Jamais je suis allé faire retirer des sous ou regarder quelqu'un en France et qu'on me regarde et qu'on me fasse waouh, tu vois. Même en voyageant un petit peu en Europe quoi. Donc il y avait vraiment ce côté choc culturel pour moi, mais aussi pour eux, tu vois. Parce que dans des petites villes reculées comme ça, ils n'ont pas l'habitude de voir des étrangers. Mais ça. Donc ouais, on avait. Pardon? Non, non, vas-y, vas-y, je te laisse terminer, ça me donne envie de te poser une question, ça me vient là maintenant. Vas-y, ouais, pause, parce que ouais, du coup, c'est un peu fini sur ça. Et puis après, j'allais parler du tai chi aussi qui proposait le matin, Hmm. Bah, en ma classe question optionnelle. c'était par rapport au. Tu m'as dit, ouais, il y a une petite fille qui m'a regardé. L'école de Kung Fu, c'est 100% masculin? Non, 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 il y avait quelques filles. Alors, c'était pas la majorité, hein, mais on avait quelques filles. On avait aussi un groupe de Russes. Je sais pas si c'était une école ou quelque chose, mais voilà, il y avait un gars qui venait de Russie avec pas mal d'élèves. Je crois qu'ils étaient une vingtaine à peu près, on va dire, tu vois. Donc, ça a bien boosté l'école parce que, aussi, voilà, comme je te disais, les gens ne viennent pas de manière égale. C'est-à-dire que tu as certains élèves qui viennent comme moi pour quasiment une année, d'autres 6 mois, d'autres un mois, d'autres 3 mois. Donc tu as vraiment un turnover qui est extrême, tu vois. Tu n'as jamais le même nombre d'élèves toute l'année, tu vois. C'est pas, ils font une classe de 25 élèves, tu vois, comme en France, ça dure un an, et puis après l'année prochaine, et puis voilà. C'est vraiment, donc il y avait des moments l'hiver où je crois à un moment donné, on était peut-être allé entre 12 et 15, tu vois. T'avais que deux nanas, t'avais une allemande et une américaine. Et l'été, il y avait un petit peu plus du monde. Quand tu avais ce groupe de Russes, ils étaient venus pour un mois. Je crois qu'on était quasiment une cinquantaine, un peu plus de 50 peut-être dans l'école, tu vois. Donc dans les chambres aussi, pareil. En général, c'est des chambres où tu es à deux. Donc tu partages ta chambre, tu es en coloc. Et puis les filles, du coup, elles étaient en bas avec, voilà, c'était des dortoirs. Enfin, pas des dortoirs spécial filles, mais des chambres, voilà, que filles-filles, tu vois. C'était Hmm. pas des chambres mixtes. Pas officiellement. Ok. Et bah écoute, je te propose que tu peux nous parler un peu du tai chi. C'est vrai que je pense que Ouais. du coup, ça c'est quoi? On- est-ce que selon toi, c'est un peu le mix du coup entre une pratique sportive et une pratique spirituelle ou cérébrale, pas cérébrale, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Est-ce que selon Ouais. eux, c'est le mix parfait entre corps, esprit ou pas du tout et c'est encore quelque chose de plus à part? Alors c'est un peu ça, on va dire que le tai chi, alors c'est pas vraiment spirituel, je dirais plus que c'est énergétique en fait. Ouais, C'est-à-dire bah, je me que suis mal exprimé, mais ouais. Mm. ça fait partie de la spirituelle un petit peu pour nous, parce que nous, tout ce qui va être le corps énergétique, etc., c'est quelque chose de spirituel, c'est pas du matériel, c'est pas du concret, c'est de la médecine douce, de la pseudoscience, c'est pas des notions qu'on a vraiment encore complètement intégrées dans la médecine occidentale, alors que pourtant, ben voilà, on a quand même une énergie à un moment donné. Je sais plus combien c'est de millivolts qu'on a par cellule, on a je sais pas combien de cellules, donc en fait on est plus puissant en fait au niveau cellulaire on produit plus d'énergie en fait qu'une centrale nucléaire en fait en tant qu'individu. Donc on a vraiment une énergie, en fait cette énergie qui parcourt quand tu mets si un voltmètre par exemple dans ta bouche que tu têtes les deux bouts, tu as un courant qui passe. Donc on a un voltage, on a bien comment dire d'électricité en nous. C'est pas pour rien qu'on prend des chocs et qu'on est conducteur d'électricité quand tu touches une portière ou un truc métallique. Des fois, tu prends un coup de jus. On a une énergie qui est là, en fait. Et cette énergie, donc, qui est régulée par les chakras, que tu vois en Inde aussi, des trucs comme ça te permet, avec ces mouvements, en fait, d'aligner ben, certains méridiens, certains points d'acupuncture pour, au travers du mouvement, ben, tu fais circuler l'énergie, en fait, dans ton corps. Donc, c'est super intéressant au point de vue énergétique. Donc tu as le tai chi qui est très intéressant là-dessus. Tu as le qigong aussi qu'on faisait de temps en temps un petit peu. On faisait quelques exercices de qigong pour refaire circuler l'énergie, mais voilà, le qigong c'était
peut-être une fois par semaine ou deux, c'était 10-15 minutes, on faisait 3-4 exercices pour voilà se relancer de manière énergétique. C'était pas vraiment des cours du Qigong où tu fais du Qigong pendant 1 heure, quoi. Par contre, le Tai Chi, c'était tous les matins de 6 à 7. Donc quand je suis arrivé, je le faisais, je me suis motivé. Et puis quand l'hiver est arrivé, ça a été un petit peu plus compliqué parce qu'il faisait vraiment voilà froid, tu vois, entre 6 et 7 heures du matin. T'avais aussi, il faisait nuit. Donc c'était, alors tu devais te lever quand même le matin à 6 heures. C'est-à-dire que tous les matins, c'était réveil 6 heures. C'est-à-dire qu'il sonnait le sifflet comme à l'armée. Et si tu arrivais à la bourre, tu faisais soit des flexions, soit des pompes. Voilà, fallait que tous les matins, 6 heures, tu sois debout, que tu te mettes en rang, en ligne devant ton professeur. Et à la suite de ça, il te disait, soit tu viens faire la cour de tai chi, soit tu peux retourner te recoucher. Et puis, petit déjeuner 7 heures du matin, et les cours commencent à 8 heures ou 8h30, je crois. Donc, tu avais les cours de 8 heures à 8h30. Enfin, entre 8 heures et 8h30, ça commençait, et tu avais 1h30. Après, tu avais, je crois que c'était 8h30 jusqu'à 10 heures. Tu avais une petite pause d'une demi-heure jusqu'à 10h30, et de 10h30 jusqu'à midi, voilà, tu avais une autre classe. Après, tu avais 2 heures pour manger, sauf l'été. L'été, on commençait un peu plus tard, on finissait plus tard, parce qu'en fait, quand on reprenait normalement à 14 heures, de 14 heures à 16 heures en plein été, il faisait 40 degrés en plein cagnard, donc tu pouvais pas, ou c'était, enfin, soit tu chopais une insolation, un coup de soleil, parce que déjà ce qu'on faisait c'était dur physiquement, donc en plus si t'as pas un coin d'ombre ou que t'es vraiment en plein cagnard et tout, c'est déjà de ne pas être agréable, ça pourrait être carrément dangereux en fait quoi. Donc on commençait plus tard en été, ils modifiaient un petit peu les horaires, et je crois que le soir on mangeait du coup à, je sais plus si c'est 18 heures ou 19 heures, comme je disais, on avait la classe de mandarin, je sais plus lequel était à quelle heure, mais voilà, t'avais en gros entre 18 et 20 heures, je crois, un truc comme ça. Mm. Et ça fait une belle transition parce que je voulais te poser une question sur la bouffe aussi. Comment est-ce que ça se passe c'est une cantine? Est-ce que c'est le cliché où tu as du riz tous les jours avec, je sais pas, du poisson ou du poulet? Comment ça se passe, la nourriture là-bas? Alors, c'est tout à fait ça, ouais. T'avais le bon riz blanc, et je te parle pas du riz Uncle Ben's, hein. C'était vraiment genre le riz, le riz gluant collant, là, vraiment. Donc, tu manges aussi avec des baguettes, hein. Donc, quand t'as fait ton bâton, que t'as des ampoules aux mains, que tu dois manger avec les baguettes, c'est pas rigolo. Tu pouvais tricher parce que t'avais des cuillères, en fait, pour servir le riz, etc. Donc, tu pouvais éventuellement piquer une cuillère pour manger à la cuillère, mais bon, t'avais pas de fourchette couteau, quoi. Donc, c'était dans ton petit bol, etc. Tu avais des gros plateaux de riz, du coup, steam rice, hein, du riz à la vapeur un petit peu gluant comme ça. Et tu avais on était allé peut-être entre 6 à 8 par table. Et tu avais sur ta table différents plats qui étaient cuisinés. Donc tu avais, je crois pas que tu avais beaucoup de bœuf, hein, je crois que c'était plus porc et poulet. Donc c'était des plats qui étaient cuisinés maison par la mère du directeur de l'école en fait, celle qui faisait la cuisine avec peut-être un petit peu d'aide, ils étaient peut-être deux à faire à manger, etc. Enfin, ça dépendait parce que, comme je te dis, quand on était entre 12 et 15 l'hiver, bon, bah, elle était tout seul, je pense, à faire à manger parce qu'on n'était pas beaucoup. Quand il y avait le groupe de Russes, là, qu'on était quasiment une cinquantaine ou plus de 50 en plein été, il y avait un peu plus de monde qui venait aider à faire la cuisine, quoi. Sinon, elle était dépassée, la pauvre, quoi. Et c'était pas mauvais, en fait, mais c'était très répétitif. Et c'est vrai qu'au bout d'un peu plus de 6 mois, j'ai commencé à vraiment galérer avec la bouffe, quoi. J'en pouvais plus du riz blanc, le truc il était pas salé en plus, t'avais pas de sel. Tout ce qui était les plats, en fait, c'était des trucs qui baignaient dans l'huile parce que c'est cuit en mode wok, tu vois. Donc c'était ouais, c'était pas mauvais au début, je trouvais ça bon, ça me dérangeait pas. Et à la fin, ça commençait vraiment un peu à me saouler la bouffe. J'avais envie de. Donc c'est pour ça en fait les week-ends quand on pouvait sortir et qu'on allait en ville, je défonçais tout ce que je pouvais en fait. J'allais manger des dumplings. En plus, ça coûtait rien. Les dumplings, tu avais un petit plateau de 10 dumplings, ça me coûtait, je crois, 4 yuan, ça faisait 50 centimes. Donc, t'en prenais 20 ou 30, tu les trempais dans du vinaigre avec du piment que tu mettais. Je mangeais ça, je me faisais péter le bide, j'avais mangé pour 1 euro, 1,50 €, tu vois. J'allais dans une espèce de petit boui-boui où vous avez comment ça s'appelle, des mac chicken locaux, là, des chihambao.
des chicken burgers fait maison. C'était donc un espèce de poulet pané dans un pain avec un petit peu de salade, un petit peu de sauce. Et c'était pareil, 50 centimes le truc. Donc t'en prenais deux, trois. Je veux dire, t'avais bien mangé. Tu prenais une boisson à côté, ça coûtait la même chose. Pour 2 euros, t'avais mangé, quoi. Donc c'était très très abordable. Donc ça, c'était pas mal. Et ouais, moi je faisais quelques courses. J'ai été un petit peu le précurseur de la cuisine en chambre. Donc, c'est-à-dire que j'ai Ah, acheté, on avait, pareil là-bas en fait, tu peux pas boire l'eau du robinet. Si tu bois l'eau du robinet, tu chopes, je sais pas quoi, quelque chose comme la tourista ou un truc pas sympa en fait. C'est très déconseillé. Tu te laves les dents avec à la limite, mais pas plus quoi. Et en fait, tout ce qui était eau, tu avais ce qu'on appelle un boiler, c'est-à-dire que c'était une espèce de une grosse citerne en fait où tu prenais, c'était de l'eau bouillante qui faisait bouillir l'eau pour qu'elle soit stérilisée en fait. Et donc, soit tu avais de l'eau bouillante pour boire du thé, des trucs comme ça, soit sinon, fallait que tu achètes des espèces de thermos et que tu anticipes pour, comment dire, faire ça la veille pour pouvoir avoir de l'eau tempérée à boire le lendemain, quoi. T'avais pas d'eau fraîche, t'avais pas de frigo, t'avais pas d'eau tempérée que tu pouvais boire en fait de manière comme ça si t'anticipais pas, quoi. Donc ouais, il y avait toute enfin voilà, c'est vraiment comme je te disais un choc culturel. Si t'as pas tes repères, t'as tout qui change et tout. Et du coup, comme on avait un boiler, moi ce que j'avais fait, c'est ben j'achetais des pâtes, j'achetais des trucs. Donc du coup, il y a des fois, j'avais la flemme de manger. Comme tu avais un boiler, vu que l'eau était bouillante, en fait, je mettais mon shaker de protéines. J'avais acheté de la prot là-bas parce que j'avais perdu du poids, en fait, en m'entraînant beaucoup et en mangeant pas assez. Donc dans mon shaker de protéines, en fait, j'y mettais des pâtes et je mettais avec le boiler de l'eau et je faisais des pâtes. Je mettais au bain-marie après une sauce tomate et je me faisais des pâtes à la tomate, tu vois, un truc comme ça. Tout seul de mon côté, je cuisinais des trucs avec les Français, on se faisait des bouffes, etc. en mode contre-soirée, tu vois, un petit peu, ou contre-repas, tu vois. et le matin, t'avais pas du riz avec du bœuf et du porc, ils mangent quoi le matin? Du porridge. Ouais, C'est c'est quoi? aussi C'est du du. riz, mais avec du lait de soja, qui trempe dans du lait de soja, c'était pas ouf. C'était pas ouf le petit déj. On avait des œufs durs aussi, des œufs durs pour la protéine. Donc ouais, c'était porridge et œufs durs. Et ouais, je crois qu'on était limité à deux, mais des fois il y en a qui en prenaient qu'un, donc des fois j'arrivais à en gratter trois. Donc voilà, t'avais deux, trois œufs durs le matin et du porridge qui était, ou alors juste t'avais des sachets de lait de soja lyophilisé, tu mettais un peu d'eau, ça te faisait un lait de soja quoi. Donc soit tu avais la mixture de porridge avec du coup c'était du riz, je crois que c'était un petit peu sucré, t'avais je sais pas si c'est de la cannelle mais c'était un dans mes souvenirs c'était un goût un petit peu de cannelle avec des raisins secs ou des trucs comme ça, un truc un petit peu sucré avec Hmm. du riz etc. Un peu comme un riz au lait mais un riz au lait de soja mais plus liquide que ferme, tu vois. Nous quand on a du riz au lait c'est un peu comme un flan, tu le manges c'est ferme, tu vois. Eux c'était plus beaucoup plus liquide. Donc ils mangeaient ça le matin, soit du lait de soja lyophilisé, soit et avec des œufs durs quoi. C'est assez Ok, basique. ok, bon, bah, c'est vrai que ça doit. Moi, je pense, ouais, le manque de diversité à un moment donné, parce que c'est vrai que sur papier, je pense que ça doit pas être mauvais, mais tout Non, le comme temps je te la dis au même début, chose. moi je mangeais bien, c'était pas mauvais, mais au bout de 6 mois, j'en avais marre de manger la même chose. C'est comme tu dis, c'est vraiment le manque de diversité quoi. Ouais. Ok, bon, j'avais moi une dernière question que je voulais te poser, c'est par rapport aux soins. Euh, Est-ce que toi, t'as déjà, je sais pas, t'as déjà été à l'infirmerie ou quoi, et en fait, ils ont voulu te soigner avec un truc, et tu t'es dit, c'est quoi ce truc? Donne-moi un truc que je connais, du Voltaren, je sais pas, quelque chose. Parce que ça aussi, ça doit être pas mal différent, je pense, non? Tiger Bomb, mon gars, Bombe du tigre, ça Ah fait le ouais, tout. Non, en vrai, ça me pas les rappelle. ampoules. Hein, bah, les ampoules, non, en fait, y avait pas d'éosine ou de trucs, c'est non, et puis en plus, comment dire, tu les perces ou tu les claques tous les jours, donc au bout d'un moment, ça fait de la croûte, ça fait mal, et puis tu vas un petit peu plus doucement. Quand tu vas plus doucement, tu prends un coup de pied au cul par ton prof parce que du coup, il voit que tu te la touches et que tu fais pas assez fort, tu vois. Donc, moi, j'étais souvent puni en fait, hein, parce que justement, comme il voulait me pousser, des fois, j'étais souvent puni quand. Donc, c'est puni comme je te montrais la position là de horse stance, de ma boue, et tu te mettais sur les cuisses. Donc, du coup, moi, je devais être les jambes comme ça à l'équerre et il me mettait un bâton en fait ici. Donc en fait, si tu te levais comme ça parce que tu galérais, bah, le bâton roulait, ça tombait et puis tu prenais un coup de pied au cul. Et si tu étais vraiment genre comme ça en mode semi-squat, tu vois, baissé, etc., tu prenais aussi un coup de pied au cul.
Donc j'étais souvent puni, mais bon, à chaque fois que j'étais puni, que ce soit au judo ou au kung-fu, en fait, à chaque fois on me faisait soit faire des flexions, soit cette position. Donc à chaque fois, en fait, dès que j'étais puni, on me demandait de me muscler plus, quoi. Ça m'a toujours musclé les cuisses. Euh, et au niveau des blessures, ouais, ben, comme tu disais avec le bâton, à un moment donné, je m'étais mis un petit peu un coup dans les parties parce que faute d'attention. Bon, ben là, ils m'ont pas fait d'opération ou quoi que ce soit, je suis pas vraiment allé à l'infirmerie. Il n'y avait pas d'infirmerie en fait, on va dire que le seul infirmier un petit peu qu'il y avait ou qui s'occupait de problèmes, etc., parce que t'en as qui se faisaient mal, c'était le Master Wu qui faisait l'acupuncture et tout ça, quoi. Donc il regardait s'il y avait un problème. Je crois qu'il y a un gars, il s'était pété la main en allant un Français, il s'était pété la main en tapant soi-disant dans un panneau, ou je sais plus, je crois qu'il a raconté que c'était il y avait des gars qui me disaient qu'il s'était, lui me disait qu'il s'était battu avec un gars, je crois. Il y avait d'autres gars qui me disaient qu'il avait juste tapé dans un panneau parce qu'il était en colère. Donc, va savoir le vrai du faux. Il s'est juste pété la main comme un gogol à taper dans ce qu'il fallait pas. Et lui, il est parti se faire opérer. Il a une sale cicatrice. Moi aussi, je m'étais pété la main, du coup, ce qu'on appelle la fracture du boxeur. Donc, là, ici, j'avais l'os qui était pété parce que je l'ai vraiment senti. Je sentais que ça bougeait, je sentais que c'était tout gonflé, etc. C'était pas une simple entorse et ça m'a duré un moment. Moi, j'avais un petit peu la trouille de passer à l'hôpital là-bas ou un truc comme ça. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est comme j'avais des bandes de boxe pour taper, je mettais du baume du tigre et ma bande de boxe, en fait. Et j'ai attendu que ça se ressoude comme ça. Donc, pendant, un bon mois, en fait, ben, tout ce qui était les pompes, en fait, du coup, ben, je faisais les pompes sur une main du côté gauche. Tout ce qui était, ouais, certains exercices que je pouvais pas faire. Je m'entraînais, par exemple, l'épée. C'est pour ça que je galérais à faire l'épée. C'était l'épée, ben, normalement, moi, je suis droitier. Donc, quand ça m'était arrivé, je m'entraînais à l'épée de la main gauche, par exemple. Donc j'avais beaucoup moins de dextérité et j'arrivais pas à faire les trucs que je voulais faire parce que du coup je m'entraînais de la main gauche parce que la main droite était un peu pétée quoi. Ouais, donc il y a Mais- pas, il y avait pas autant en tout cas ni d'infrastructures ni de choses qu'on pouvait voir. Après, tu m'as dit bon, il y a pas forcément d'infirmerie, donc non, pas vraiment c'était. d'infirmerie, mais après voilà, comme ils s'y connaissent un petit peu dans le corps et puis que c'est quand même des athlètes, ils ont quand même des notions d'anatomie, de médecine chinoise et des choses comme ça. En fonction de la problématique, soit ils te disent ben non, t'attends et puis après comment dire on avait les traducteurs qui, en fonction, pouvaient nous recommander d'aller acheter des choses en pharmacie. Par exemple, ils nous écrivaient sur le papier en chinois qu'est-ce qu'on avait besoin, et puis on pouvait demander des médicaments, des choses comme ça. Mais ils n'avaient pas vraiment d'infirmiers qui étaient attitrés à l'école. Et ouais, moi je suis déjà allé avec les traductrices, comment dire, aller chercher des médicaments ou des choses comme ça en fonction des besoins. Et, et pour le français, comme je te dis, qui s'est pété la main, lui par contre, ils l'ont quand même envoyé à l'hôpital pour qu'il puisse avoir une opération, quoi. Mhm, mhm. Mais c'est pas eux qui sont occupés de. Enfin, de toute façon, ouais, même dans n'importe quelle école, je veux dire, si un gamin il tombe à l'école et puis qu'il se pète un bras, c'est pas à l'infirmerie qui vont soigner ça, tu vois, ils vont l'envoyer à l'hôpital Ouais, aussi. bien Donc, sûr. Ouais, ouais. Ok, bah écoute, mec, on a abordé pas mal de sujets. En tout cas, tu as répondu à toutes mes questions. C'est vrai que c'était vraiment cool parce que ça me donne déjà une idée un peu plus précise. Si à un moment donné, c'est quelque chose qui me chauffe, moi j'avais une liste à un moment donné de plein de projets que peut-être je voudrais faire. C'était quelque chose sur la liste. Après, bon, c'est pas rien, je pense, s'investir là-dedans. Donc, je ne sais pas et si toi, je vais le faire un jour, mais en tout c'était cas. vraiment le coup de fou qui t'a tiré ou c'était plus le dépaysement et de partir pour faire du sport de combat? Non, je pense que c'était plus l'expérience en elle-même, tu vois, dépaysement total. Et puis, je sais pas, c'est quand même un univers tu sais, très discipliné, etc., qui m'intéresse quand même. Mais voilà, pour le moment, en tout cas, c'est pas d'actualité. Ouais. Que moi, j'étais plus chaud pour repartir éventuellement, tu vois, si je devais refaire quelque chose sur un camp, tu vois, de boxe thaï en Thaïlande ou quelque chose comme ça, tu vois, qui serait un petit peu Mm. plus en adéquation avec ce que je recherche parce que retour sur expérience par rapport à ça, en fait, je trouve que j'ai pas tant appris en termes de combat finalement que ce que j'aurais souhaité. C'est-à-dire que le kung-fu, c'est pas pour rien en fait que les gars en fait ils s'entraînent pendant plus d'une dizaine d'années. C'est-à-dire que t'as pas vraiment d'instructions et de notions qui sont très intuitives. C'est très discipline et tu fais ce qu'on te dit. Et en fait, t'as pas vraiment de science du combat, si je puis dire. T'as pas vraiment de Mhm. technicité qui est expliquée un petit peu en sanda. Ils vont te dire, voilà, quand il met un coup de pied, si tu arrives à l'attraper, t'attrapes la jambe et puis tu lui balayes l'autre pour faire un takedown, tu vois, des choses comme ça. Mais t'as pas vraiment
ils t'apprennent pas vraiment à te battre en fait, tu vois. Et je Ouais, j'ai pense qu'en fait, l'impression que c'est eux, une philosophie. pardon. Je disais, j'ai plus l'impression c'est une philosophie, c'est un tout plutôt que une discipline vraiment de combat. Enfin, c'en est une, mais pas que, j'ai Mais l'impression. tu as une discipline de combat, mais justement pas vraiment une science du combat. C'est-à-dire que la science du combat, en fait, c'est toi qui te l'as fait, mais au fur et à mesure des années. C'est toi, en Mm. fait, en pratiquant, 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 que tu développes ta science du combat, en fait. Et si tu fais pas ça vraiment pour une longue durée, je trouve pas ça efficient si tu vas là-bas, par exemple, que pour, si tu vas là-bas pour moins de 6 mois, c'est pas intéressant. Et même de 6 mois à un an, je pense que 6 mois à un an, si tu les investis par exemple en Thaïlande à faire un bootcamp, tu vois, en Thaïlande, tu deviens beaucoup plus monstrueux que si tu fais un an de Kung Fu en fait. Mm, mm. Parce que t'as vraiment, voilà, tu vas faire beaucoup plus de sparring, tu vas avoir beaucoup plus d'entraînement physique lié au combat, tu vas mettre beaucoup plus de coups de pied vraiment soit dans des sacs, soit dans des gens, soit dans quelque chose que c'est vraiment un petit peu t'as beaucoup, un petit peu comme je parlais du karaté, tu sais, des katas en fait. Un côté un petit peu chorégraphie, un côté artistique aussi. Le kung fu, Mm. c'est très artistique. Quand tu fais les formes, etc., tu as beaucoup de spectacles qui sont faits avec des trucs de kung fu. Les gars font des démonstrations, mais que c'est pas forcément se taper, tu vois. Donc après, quand on a fait pendant 10 ans, que tu sais faire des formes par cœur, des saltos, etc., bien sûr que si tu dois faire du 1v1 avec un occidental, tu l'éclates. Mais le mec qui a fait 10 ans de kung fu, s'il tombe sur un bon combattant qui fait du MMA, etc., c'est pas forcément dit que le mec qui a fait peut-être que 2 3 ans de MMA en mode vraiment très très poussé, qui sait aller au sol, qui sait faire tout un tas de choses, il puisse peut-être battre un gars qui a fait du kung fu pendant 10 ans, tu vois. Mm, mm. Ouais, ouais, bah ça a l'air d'être vraiment une expérience plus globale, ouais. Ouais, Mm. c'est vraiment autre chose que juste apprendre à se battre en fait. C'est vraiment, Mm. comme je disais, la discipline, vraiment au niveau de se discipliner parce que ce que tu fais finalement, il y a un côté un petit peu fade, tu vois. C'est comme la bouffe, c'est répétitif, c'est au bout d'un moment, c'est tu fais plus ou moins un peu tout le temps les mêmes choses, même les mouvements, une fois que tu as tes bases, les formes compliquées sont un enchaînement de mouvements basiques en fait, tu vois. Donc, mais après, tu commences à développer la science du combat, mais il y a beaucoup de choses que tu fais qu'on t'explique pas, que tu as des formes que tu vois taper, etc., que tu comprends pas, tu vois. Et puis si tu poses la question que tu demandes, tu fais, bah oui, en fait, quand tu fais ça, c'est tu tapes dans les parties. Quand tu fais ça, c'est tu vas taper à la gorge. Quand tu fais ça, et en fait, tu commences à comprendre un petit peu quand tu poses des questions, mais je veux dire, les formes qu'on te montre, on te demande juste en fait de répéter par mimétisme en fait ce que le Mm, professeur mm. fait. T'as pas vraiment d'explication et de mise en application par rapport à quelqu'un pour dire voilà, là tu vas le taper comme ça, puis après t'enchaînes, tu tapes dans les yeux, tu fais ça. Par la suite, moi j'ai appris à le comprendre, mais c'est pas intuitif. Si tu vas pas à la recherche de l'information et que tu vas pas chercher à comment mettre ce que tu fais en application, tu fais juste un peu comme des katas de karaté, tu comprends pas vraiment ce que tu fais quoi pour la plupart des gens quoi. Ouais. Bah écoute, mec, c'était super intéressant d'avoir ton retour d'expérience par rapport à ça. Donc merci beaucoup. Mais avec plaisir d'avoir partagé ça. Moi ça m'a replongé un peu en arrière que c'est vrai que ça. Ouais, je le vois. J'ai pas la DeLorean, mais j'ai fait un retour vers le futur, tu vois. Non, mais c'est bien. Je sais pas si toi, t'as peut-être un dernier mot à ajouter ou quelque chose que t'aurais pas raconté qui te semble important. Euh, mais à savoir que voilà, la Chine, du coup, elle était bloquée pour différentes raisons avec politique. Hein, que c'était là l'école que j'ai fait, elle est réouverte un peu aux occidentaux. Les prix, par contre, c'est pas les mêmes. Je crois que ça a changé, c'est bien plus cher qu'avant. Mais sans voilà vouloir encourager les gens à retourner dans l'école où j'étais allé ou forcément en Chine faire du kung-fu. Je recommande vraiment aux gens qui peuvent avoir un rêve, un projet ou une curiosité de franchir le pas, de partir un été, comme je disais, dans un truc, pourquoi pas un bootcamp en Thaïlande, faire un peu de boxe thaï, ou comment dire, pourquoi pas faire un séjour au Japon pour voir un truc de judo si vous êtes dans le judo, ou du jujitsu, ou je sais pas, de l'aïkido, de vraiment, si vous avez les moyens, le temps et l'envie, surtout, voilà, de partir à l'aventure, de voyager, de vous confronter à une autre culture, de vraiment essayer d'explorer une passion que vous avez pour vraiment retrouver les origines et l'essence même de quelque chose que vous pratiquez, que vous aimez, je pense que voilà, c'est une expérience de vie qui est incroyable et que voilà, c'est pas beaucoup de monde qui ose franchir le pas, mais que
ça fait vraiment une force à plein de niveaux. Comme je disais, voilà, le kung-fu, je suis pas devenu un maître de kung-fu depuis, mais c'est une expérience qui m'a servi pour toute une vie. Et ouais, c'est des souvenirs pour toute une vie, c'est des choses que voilà que vous pourrez raconter à vos enfants, vos petits-enfants. Enfin voilà, je pousse vraiment à sortir un petit peu de votre zone de confort et sortir des sentiers battus pour aller à la recherche de vous-même en fait. Soit d'un côté sportif, spirituel, développement personnel, ça a tellement de bienfaits que je vous le recommande fortement. Bon, bah, merci mec, c'est un très beau mot de la fin. Mais avec plaisir. C'est cool. En tout cas, encore merci pour tout ton partage. Je mettrai tes liens, même si bon, je pense que t'es pas très réseaux sociaux, etc. Mais je mettrai quand même un point de contact si jamais il y a quelqu'un du coup qui veut te poser une question ou quoi que ce soit. Ouais, pas de souci. Et, euh, et voilà, je pense qu'on est bon. Bah, merci à toi de m'avoir reçu, de m'avoir permis de partager cette expérience. C'est vrai que je l'ai vécu un peu dans mon coin, mais sans jamais vraiment l'avoir partagé. J'avais pris quelques photos que j'avais postées sur Facebook, mais sans jamais vraiment parler plus. Là, Mm. pareil, mon dernier séjour au Pérou, j'avais commencé à me filmer pour pouvoir vouloir faire un podcast, mais je me suis pas lancé parce que un petit peu plus intime quand même et un petit peu plus différent que voilà cette expérience en Chine. Mais je trouve que c'est bien de me forcer à partager un peu cette expérience. Si ça peut en inspirer d'autres pour franchir le pas, comme je disais, c'est un petit peu mon message de fin, hein. Si je peux les inciter à, ben voilà, à partir à la découverte d'eux-mêmes et du monde et se découvrir ou découvrir des choses fantastiques, ben, ça serait cool, quoi. Que Mm. ça puisse en inspirer certains. Bah écoute, merci beaucoup. Et puis peut-être que tu reviendras une deuxième fois pour expliquer un deuxième projet. Qui sait, Mais on pourquoi verra pas? bien. Ça marche. Ça va. Bah écoute, merci beaucoup Christophe. Merci à toi de m'avoir Et reçu. puis à bientôt mec. À bientôt. Ciao, ciao. Yes. Ciao.